Bonjour à toutes et à tous, ici The First Pitch, l'émission baseball de référence de The Playoff FR. Aujourd'hui, on va vous présenter une émission spéciale entraînement de printemps. Et oui, c'est bientôt la reprise. Aujourd'hui même, les catcheurs et les pitchers se rencontrent. Vous avez vu, si vous suivez sur Twitter, les Cubs commencent dès aujourd'hui. Donc on va parler spring training et on va parler aussi MLB The Show. Voilà le menu du jour. Et avec moi, il a mis sa plus belle casquette de trucker. Il est vite monté dans le camion des Guardians pour aller en Arizona. C'est Julien. Salut Julien, comment tu vas? Salut, ça va, ça va bien. Ouais, j'ai mis c'est moi qui conduis le camion Eh oui, avec toutes les affaires là des joueurs et du club, donc du clubhouse. J'ai déménagé le clubhouse et donc là je suis sur la route, voilà, direction l'Arizona. un travail de logistique énorme. Si vous l'avez suivi sur Twitter, à peu près toutes les franchises ont mis le jour. Alors il y a un jour du camion aux États-Unis. Donc en fait, c'est le jour où les camions partent directement des infrastructures des franchises vers les infrastructures de printemps. Donc on va commencer tout de suite avec le sprint training et avec Julien qui va nous présenter qu'est-ce que le sprint training. Ouais, alors on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Alors le spring training déjà de base, ça commence traditionnellement, on va dire mi-février. Lorsque les joueurs, viennent au camp d'entraînement pour passer les tests, donc voilà. Et puis la fin, c'est généralement vers fin mars, mi-mars, ça dépend en fait, juste avant le début de la saison régulière, en fait. Ces spring training, à quoi ça sert? Bah, vous vous en doutez, c'est des entraînements principalement. C'est de la préparation physique avant tout, et mentale en fait. Le spring training, c'est un moment de remise en forme pour tous les joueurs qui, reviennent de congé en fait, hein. Donc, après l'intersaison, donc, la plupart des joueurs, vont suivre un programme de reconditionnement et de conditionnement assez intense pour améliorer, tout l'aspect physique en fait, en fonction de ce qu'ils ont besoin, sans oublier, l'endurance, ouais, le cardiovasculaire qui est assez important parce qu'il faut quand même, encaisser 162 matchs. Il y a un travail aussi accru qui va être fait pour, la récupération. Et oui, ça vu tous les blessés qu'on a, il y a quand même, beaucoup de récupération et de réhabilitation qui est fait pendant cette partie-là. Pour éviter les blessures, de la prévention déjà et puis surtout, terminer les phases de physiothérapie, de kiné en fait, On sent le pour être métier prêt. là qui déborde là. Ouais, c'est le métier qui parle. Ouais, et puis après, tout l'aspect psychologique aussi, on va travailler, ça vraiment sur, c'est un axe qu'on a pris depuis quelques années en fait, ça va permettre de se concentrer, faire de la sophro, l'attitude, voir un petit peu tout ça, tu vois? La gestion de la pression, les moments de concentration. Donc ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie, elle va être liée à l'évaluation des joueurs, hein. On se doute bien que ces spring training, c'est fait aussi pour voir, comment on va intégrer les nouveaux à l'équipe, comment on va faire, pour, mettre en place le line-up, la starting rotation. Tout n'est pas toujours établi, même si sur le papier, souvent, on peut déjà se douter de ce qui va se passer. Mais on va chercher à peu près la meilleure, le meilleur line-up le possible. La profondeur pour certaines équipes, on en a enfin, là, les Guardians, par exemple, c'est une équipe, qui joue beaucoup avec la profondeur de son effectif. Donc, on va scruter toutes les performances de chacun, savoir à quel moment ils sont meilleurs, notamment les jeunes, hein. Après, c'est la place aux compétitions parce qu'on va faire affronter quand même, c'est des matchs, hein, avant tout. Donc, on va faire tourner l'effectif, voir un petit peu ce qui se passe,
On va essayer de faire matcher des jeunes face à des vétérans ou des vétérans face à des vétérans. Enfin voilà, on va tenter toutes les possibilités possibles pour voir un petit peu comment ça se passe en fonction des situations. Vu qu'on sait beaucoup que le baseball maintenant évolue par analytics, donc tout ça, ça va permettre de renforcer certaines données qui vont pouvoir après servir pour le début de saison, mais bien sûr qui vont être alimentés tout au long de la saison et il va y avoir des modifications à tout ça. Il va y avoir aussi des évaluations techniques sur le batting, le lancer. J'entends pour l'attaque et la défense, pas forcément le lancer des pitchers, même si on va avoir cette partie-là, mais on va avoir du placement, surtout comment se placer dans la boîte, comment rectifier sa frappe, etc. Même si les joueurs l'ont déjà beaucoup travaillé à l'intersaison, souvent, parce qu'il faut savoir que pour changer sa frappe, il faut des centaines et des centaines de répétitions par jour pour avoir un swing, pour modifier son swing. Il faut vraiment une imprégnation neuromusculaire et c'est très important. Donc ça, c'est la grosse partie de l'intersaison pour les joueurs. Et même les pitchers, hein, il va avoir aussi ce côté lancé. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux beaucoup de franchises ou même de pitchers, si vous suivez des pitchers, montrent leur entraînement d'intersaison, s'emballent souvent, soit avec une serviette, soit avec une balle molle, etc. On va vraiment travailler que la mécanique, l'aspect mécanique, parce qu'on sait que lancer une balle à 100 mph, ça abîme et le but n'est pas de s'abîmer dès l'intersaison. Donc voilà, donc il y a toute cette évaluation technique qui est mise en place. L'autre partie, ça va être, on en a parlé, le farm system la semaine dernière, c'est d'intégrer ces jeunes. Vous avez pu voir aussi également que les équipes ont publié les joueurs qui étaient invités au spring training et qui n'étaient pas dans le roster des 40 parce que chaque franchise va devoir établir un listing de 40 joueurs qui vont être éligibles en tout cas à jouer en MLB. À cela, on peut ajouter des joueurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Ces joueurs vont après évoluer dans les ligues mineures pendant ce temps-là, mais en tout cas, on va voir prendre la température un petit peu de comment ils vont se comporter face aux joueurs MLB. C'est une intégration à l'équipe directement, à la franchise MLB. Donc, c'est comment ils s'intègrent, hein, c'est voir aussi ça, parce que la vie d'une franchise en MLB, c'est 162 matchs, c'est tous les jours sur la route, c'est peu de temps finalement à la maison, quasiment, ou alors quand on y est, c'est pour des séries de 4-5 matchs. Donc, la vie collective est hyper importante et là-dedans, c'est plutôt pas mal. Le spring training est un bon laboratoire. Encore une fois, c'est vraiment un laboratoire. Donc, ces jeunes vont pouvoir aussi s'adapter aux règles MLB, à la MLB, aux différents joueurs. Et puis, commencer à aussi établir des relations avec les joueurs vétérans, prendre des conseils des vétérans, tisser des liens aussi, parce que c'est important. Prendre tous les conseils, prendre toute l'expérience possible et emmagasiner ça pour progresser et quand ils vont arriver dans l'équipe, être non seulement prêts à jouer, mais aussi prêts à intégrer la vie du groupe et ça, c'est très important. Je reviens après, mais rapidement, mais il y a aussi toute la batterie de tests physiques qu'on va faire qui est une part importante. Si vous avez vu un jour le film Major League ou les Indians, rappelez-vous cette scène avec où ils rassemblent l'équipe pour le spring training et où Willie Mays Hayes se lève en retard et fait son sprint de 40 yards, c'est un peu tout ça qu'on va avoir en fait. On va faire une évaluation des blessures, des joueurs blessés quand ils reviennent, comment ils sont, dans quel état ils sont. Le suivi médical va commencer. On va commencer à prendre toutes les données morphologiques des joueurs, physiologiques aussi. Et puis après, on va adapter tout ça et on va leur faire passer des tests pour voir où ils en sont et savoir ce qu'ils ont à travailler pendant ce mois et demi de préparation en fait. Puis après, c'est les matchs. On passe à une partie match. Alors pour les matchs, tu l'as dit, il y a deux ligues. Ligue, ouais. Une ligue qui se déroule en Floride qui s'appelle la Grapefruit League, qui comporte les Baltimore Orioles. Alors oui, avant que je vous fasse un listing qui peut être un peu chiant, c'est juste vous dire que là, il n'y a plus de AL et de NL. La Grapefruit League, il y a des équipes de NL et des équipes de AL. C'est plus par, on va dire, proximité géographique. Il y a ça. Ouais, un petit peu. Bon, il y a après, quand je parle ça et de aussi Cleveland, en fonction, on va, ouais, les Cleveland est un cas particulier, on va y arriver. ouais. Mais voilà, il y a tout cet aspect
Infrastructure. Infrastructure, on y reviendra après, mais en tout cas, la Grapefruit League rencontre il y a les Baltimore Orioles, les Boston Red Sox, les Detroit Tigers, les Astros, les Marlins, les Twins, les Mets, les Yankees, les Phillies et les Pirates. Et en Arizona, donc encore 2 États qui sont, au début de enfin, en mi-février Il y en a encore 4 autres, hein, les Cardinals, les Rays, les Blue Jays et les Nationals. Tout à fait, je les ai oubliés, bien vu et bah, tout ça pour dire qu'en fait pardon, je reviens, mais Excuse-moi. non, c'est moi, tu as bien fait parce que je les ai complètement zappés, Oui, les Blue Jays, je veux bien le croire. Mi-février, on choisit des États, qui sont plutôt, cléments, au niveau, climatique. Donc on va prendre la Floride. On est vraiment dans une très bonne période, la fin de l'hiver, en fait, en Floride. C'est quand même la bonne période. Parce qu'ils ont vraiment un hiver là-bas. Ouais, est-ce qu'ils ont vraiment un hiver? Non, mais tu pars à côté de les tempêtes, les trucs, Oui, enfin voilà, c'est les vraiment ouragans, cyclones, tout ça, effectivement. c'est un climat bien particulier, la Floride et je pense que c'est la fenêtre de tir idéale pour faire du sport là-bas. Puis après, c'est l'Arizona et là, par contre, en effet, c'est soit il fait très, très froid, les nuits sont très, très froides, soit il fait, bien chaud et assez sec. Donc on se retrouve avec la Cactus League qui elle est en Arizona. Eh bien, on va retrouver en premier, c'est les Arizona Diamondbacks, hein, on va pas aller Ouais. bien loin. Les Cubs, les White Sox, les Cincinnati Reds et les Cleveland Guardians qui ont la particularité de partager les mêmes Ouais. infrastructures. On a également les Colorado Rockies qui partagent, eux, les mêmes infrastructures que les Diamondbacks. On a les Kansas City Royals, les Angels et les Dodgers, les Brewers, les Athletics, Ouais. les Padres, les Giants, les Les Mariners, Mariners, les c'est ça. Rangers et les Nationals. Non, les Nationals, ils sont en Floride. Exactement, c'est de ma faute. Pardon, Non, pas autant de pour moi, je sais problème. pas ce que Mais j'ai voilà fait. pour la Bon bref, Cactus, ouais, la en plus Cactus tu l'as League, dit voilà, tout à l'heure, j'ai en Arizona. preuve que des fois j'ai pas les bons trucs. Ouais, donc pendant ces matchs, ben, on va du coup ces ligues enfin les matchs vont se dérouler entre ligues. Il y a pas de match interligue. Les matchs se font que dans la ligue. Ça va permettre de commencer à préparer les rotations des joueurs, à voir les différentes combinaisons. Les managers vont pas hésiter à faire tourner régulièrement, et cetera. Donc fatalement, généralement, les stars, les gros joueurs, vous allez les voir. Il faut regarder là cette semaine, en fait, hein, les premiers, parce que vous allez les voir là, pas longtemps, et profitez, c'est maintenant. Si vous voulez voir Mike Trout en bonne santé, c'est maintenant. Ce soir, trouvez un moyen de voir les Angels rapidement cette semaine, ce week-end. Je sais qu'il y a le Super Bowl qui arrive, alors on enregistre ce soir, mais s'il y a un petit temps, voilà, si le halftime show est un peu pourri, allez vite sur la MLB, sur MLB TV, et vous allez pouvoir avoir ces matchs-là. Après, Je te coupe, c'est intéressant parce que quand je regarde la carte de la Cactus League, toutes les infrastructures sont à Phoenix uniquement. Alors que si vous allez voir la carte de la Grapefruit League Map, c'est soit à Tampa, à Fort Myers, au nord de Miami, ou à Saint-Pétersbourg, en Floride, bien sûr. Saint-Pétersbourg, Voilà. c'est à côté de Tampa, hein, Ouais, c'est ça, voilà. Et en c'est pas fait, très c'est loin. soit sur toute la côte, côté golfe du Mexique, ou alors côté Atlantique, vers les Caraïbes et Nassau. En gros, voilà. Mais c'était sympa pour, en Ah, fait, pour faire la comparaison au niveau ouais. des cartes, quoi. Mais après, enfin, faut se dire aussi un truc, c'est la géographie qui fait ça. Réellement, l'État Oui. de Floride, c'est pas très grand et les voyages inter-États se font plutôt assez facilement. L'Arizona, bah, il y a pas grand-chose, hein, c'est le désert quand même. Autour, c'est Oui. pas grand-chose. Donc en effet, tout est centré sur Phoenix, Scottsdale, Yes, hem, exactement. Ouais. Glendale aussi, il y a Goodyear, voilà, enfin tout est là et Tempe. Donc Tempe, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. c'est vraiment, Mais tout est intéressant de voir qu'ils sont vraiment dans une ville, enfin une métropole, on va dire même maintenant, et les autres sur un État, quoi. Enfin un bout d'État. Ouais. ouais, donc voilà, donc
Ouais, et puis du coup, aussi je termine sur le développement des stratégies, hein, parce que les équipes, elles vont profiter donc aussi pour gérer de nouvelles tactiques. Les joueurs aussi, par exemple les lanceurs, vont peut-être un peu changer leur routine. C'est-à-dire qu'on en parlera j'espère dans un épisode, à venir, avant le début de la saison, mais vont commencer aussi à changer peut-être, voir un peu leur routine, c'est-à-dire de lancer, quel lancer je je mets à dans mon dans Sur ma, ton arsenal. ouais, dans mon arsenal, mais surtout dans ma routine, en fait, de lancer. C'est-à-dire que, par exemple, un cas très simple, c'est Edwin Diaz, qui a tendance à faire des fastballs intérieurs, après aller chercher l'extérieur et puis, quand le compte arrive à soit le compte plein, donc à 3-2, soit, quand on est à 2 strikes, va commencer à lancer des balles cassantes, lui, c'est généralement une curve, qui va vraiment casser, très fort devant le marbre pour avoir un swing dans le vide et éliminer le lanceur. Bon, sur les closers, ça bouge pas beaucoup, mais sur les partants, par contre, ça peut évoluer quand on voit que, par exemple, que cette année, je prends un exemple, par exemple, de cette année, où on a eu, Alex Cobb qui est maintenant parti chez les Tigers, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Bref, Alex Cobb, en tout cas, qui jouait chez les Guardians, qui avait, en fait, qui a un arsenal qui est quand même, intéressant, mais qui lançait souvent, splitter, splitter, sinker, sinker, splitter, splitter, sinker, sinker. Les Tigers, Avec c'est a a ça. avec avec parfois un manque de contrôle et du coup, ça limitait un peu, en fait, sa performance sur le terrain. Donc c'est des choses qu'ils vont revoir en fonction des coachs et de ce qu'ils sont capables de faire. Donc les coachs vont mettre ça en avant. Donc, par contre, l'ambiance, pendant les spring training, c'est très détendu. Il y a beaucoup moins de pression, et cetera. Vous allez voir, les lanceurs vont lancer sans doute moins fort, vont chercher plus à spotter, ce qui ramène à des anecdotes assez marrantes. C'est par exemple David Ortiz, quand il frappait en spring training, il avait des moyennes au bâton qui étaient, mais énormes, énormes, parce qu'en fait, les comment? Les Bah, les les lanceurs lanceurs. les lanceurs n'étaient pas à fond, donc fatalement, heu, ça donnait des performances incroyables, mais c'était surtout que le timing des lanceurs, il était pas, à jour, en fait. Ils étaient en train d'expérimenter, donc c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, ça c'est un petit détail et puis En... Vas-y. cette année aussi, je vais parler des infrastructures avant, juste pour vous parler un peu de quelques infrastructures sur, les ligues, pour vous dire un petit peu. Ces infrastructures, c'est des stades permanents, en fait, c'est des infrastructures permanentes qui appartiennent aux équipes. Et c'est vraiment des laboratoires, des centres d'entraînement, très pointus et c'est là où on va retrouver en fait, par exemple, en Floride, on va retrouver les Tampa Bay Rays qui ont un complexe à Port Charlotte, qui est l'un des plus récents en fait de la Grapefruit League, qui a ouvert ses portes en 2009, qui est très apprécié, un environnement très agréable, des supers installations. Les Rays ont investi pour une fois, mais surtout on sait qu'on a vu dans l'épisode Farm System que les Rays en fait, investissaient surtout dans le développement des joueurs, des jeunes joueurs et ne pas avoir un complexe digne de ce nom pour le développement des joueurs, ça ferait un peu tâche. Les Marlins aussi, le Roger Dean Chevrolet Stadium qui est à Jupiter, en Floride bien entendu et ce stade, il est aussi, partagé avec les Saint-Louis Cardinals, pendant le spring training. C'est l'un des plus modernes, aussi de la Grapefruit League. Ensuite, un stade dont vous allez entendre parler cette année à Tampa, qui est le George Steinbrenner Field, le stade des New York Yankees, qui va être prêté cette année aux Tampa Bay Rays. Eh Donc, oui. c'est une infrastructure historique, hein, vraiment, heu, qui coûte énormément d'argent, un budget d'entretien, et annuel qui est énorme. D'où en fait la somme que réclament en fait, les Yankees aux Rays pour le stade. Vous me direz pourquoi les Rays n'ont pas utilisé leur stade. Question de proximité parce qu'on reste à Tampa, sur tout ça. Heu,
pour pas déstabiliser les 35 fans qui venaient au Tropicana Field par an. Ça, c'était le petit tacle. Et pour la petite histoire, le nom du stade, George Steinbrenner, il est mort à Tampa. Ouais, ouais. Et c'était l'ancien proprio L'ancien proprio. Le fameux proprio de le propriétaire un peu historique, on va dire, oui. Des années 90 et 2000, de cette fameuse équipe avec Derek Jeter et toute la clique qui ont dominé le baseball dans ces années-là, en fait. Une machine à gagner. Donc voilà. C'est un complexe hyper intéressant avec tout ce qu'il faut, quoi. Gymnase, terrain d'entraînement spécialisé, batting cage. Enfin voilà, c'est vraiment la pointe de la pointe, c'est les Yankees. Voilà, c'est du 5 étoiles. Ça n'a rien à voir avec le reste. Ensuite, il y a les Boston Red Sox à Fort Myers, dans le JetBlue Park, qui a été, lui, inauguré en 2012. Et en fait, c'est une réplique du Fenway Park. Oui, avec un petit wall, ouais, c'est ça, tout à fait. Et même si vous êtes fan de Boston, vous pouvez envoyer un mail pour recevoir votre kit de fan. Alors j'ai essayé une année, force est de constater qu'ils regardent leur mail quand même, et j'ai eu une petite enveloppe justement de Fort Myers en Floride, et j'ai reçu une lettre disant qu'ils me remerciaient de suivre Boston. Et surtout, un petit sachet avec, vous savez, la petite terre rouge qu'il y a sur le field, en souvenir, une photo de Alex Cora et mon petit agenda de l'année avec les matchs. Voilà. Mais ça fait toujours plaisir, ça fait un petit souvenir. Voilà. C'est sympa, mais voilà, on voit vraiment que l'aspect com aussi y est pour beaucoup, et on voit que voilà, ils envoient de leur infrastructure, on va dire printanière. Voilà. Et pour revenir sur les Yankees et les Rays, il faut savoir aussi que le stade des Yankees, c'est la plus grosse capacité de cette Grapefruit League avec 11 000 places. L'argent, surtout la vente des tickets. Ouais, non, mais 11 000 places, on sait que de toute façon, les Yankees, à travers les États-Unis, déplacent les foules. Ouais, déplacent les foules. Donc voilà. Petit truc aussi, c'est en 2019 la rénovation de Clover Park, le stade des Mets, avec plein de petits terrains à côté. C'est assez sympa. Donc il y a le terrain principal et puis derrière il y a tout un complexe. Plutôt intéressant. Et je vais passer sur les complexes rapidement de la même manière, sur les complexes de la Cactus League. On a le Sloan Park à Mesa, donc des Chicago Cubs, très moderne aussi. Vraiment une expérience hyper immersive pour les fans des Cubs, une capacité de 15 000 places, un complexe énorme, des installations de qualité au top, quoi, terrain d'entraînement avec tous des équipements de dernière génération, etc. Franchement, c'est un contraste total avec plein d'autres équipes. C'est un truc très intéressant à voir des fois quand pour les fans qui est vraiment c'est vraiment une expérience à vivre, quoi. Les Dodgers, c'est à Glendale, le Camelback Ranch, qui est partagé entre les Dodgers et les White Sox. Ouais, tout à fait. Donc c'est très vaste, la superficie est énorme, terrain très moderne, pas mal les infrastructures aussi, donc c'est le complexe le plus spacieux, on va dire, en tout cas qui a la plus grande superficie de toute la Cactus League. Très moderne parce que c'est là où c'est bizarre, c'est que les Dodgers ont des installations très modernes à la pointe de la technologie qui partagent un petit peu avec les White Sox, et c'est pas pour autant que les White Sox s'en servent. Ça veut rien dire. Non, mais c'est vrai en plus, c'est hyper étonnant, quoi. Enfin bon, bref, après chacun son. Après, ils vont commencer un petit peu à s'entraîner un petit peu en avance quand même, les Cubs et les Dodgers, parce qu'ils s'en vont eux à Tokyo pour les Tokyo Series, les premiers matchs de la saison régulière qui vont commencer avant l'opening day véritable. Ouais. Et puis les White Sox, ils ont terminé leur saison bien avant tout le monde.
Aussi, ouais, bon, ouais, c'est des grandes vacances pour eux. C'est vrai, Je effectivement. Ouais, je sais même pas s'ils vont Donc être lancés. la PPG va être hyper importante, je pense, pour eux. Je Ça va sais être- même pas s'ils vont commencer la saison. Bon bref, ensuite on passe aux Padres qui ont, un site, qui est partagé avec les Mariners, hem, qui est très apprécié des joueurs en fait, heu, qui est parce qu'en fait les équipements sont bien adaptés pour des entraînements individuels comme collectifs en fait et il y a plein de aussi au niveau médical, il y a un centre médical qui est très, très, très poussé et très, très apprécié des joueurs, en fait. Tous les joueurs qui passent par, les Padres et les Mariners, disent souvent que c'est l'un des plus beaux, enfin des complexes les mieux en qualité. En tout cas, toutes les caractéristiques communes qu'on va retrouver bien souvent après, sur ces complexes, en fait, il y a plusieurs terrains, c'est des complexes multiterrains, hein. Il y a un des terrains d'entraînement, il y a le terrain de match. Ça permet vraiment de travailler avec des effectifs de 40 joueurs, hein, parce que 40 joueurs, sur un seul terrain, ça fait un peu beaucoup. Hem, donc c'est vraiment, très bien, beaucoup de plus de cages de frappe. L'accès aussi mis sur des centres médicaux et de rééducation, donc beaucoup de place pour, ce que je le disais tout à l'heure, la physiothérapie et cetera, les soins médicaux, voilà, il y a comme on peut voir aussi en NFL dans certains stades avec déjà il y a les radios, il y a tout sur place, des mini hôpitaux dédiés aux athlètes. Et puis surtout la grosse part ces dernières années, c'est qu'on a des bâtiments qui sont dédiés à l'analyse vidéo et aux analytics. Donc c'est là-dedans où les cerveaux chauffent et où les systèmes de vidéo les plus sophistiqués, sont mis en place pour l'analyse, des mouvements, pour l'analyse des trajectoires, pour l'analyse toutes les stats qu'on va pouvoir donner, au maximum, on va aller, chercher au plus pointu. Donc voilà, donc ça permet à toutes ces équipes en fait de, mmh, de De pouvoir analyser et de pouvoir surtout au niveau analytique voir leurs statistiques, leur progression par rapport à l'année dernière, par rapport à leur début d'entraînement de printemps. Euh, on le voit de toute façon tout au long de la saison dans le dugout, que ce soit pour les pitchers ou pour les batteurs, ils ont toujours une tablette avec eux pour analyser leur frappe, pour analyser leur lancer, ou alors aller voir ce que l'adversaire va dire, où est-ce qu'il frappe, etc. Au niveau position défensive, même aussi. Enfin voilà, l'ère du numérique est partout. Dans un baseball moderne, on y est. Ça y est, de toute façon, ça fait depuis des années que c'est mis en place. On va rentrer, on va encore monter d'un cran, faire un step-up cette saison. On vous en a parlé sur un article que j'ai mis à jour il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, sur les robots arbitres, mais en MLB. Alors, qu'est-ce que les robots arbitres En fait, ça a été mis en place aussi avec les ligues mineures depuis, je crois, 4 ans, de ce que j'ai écrit dans l'article. Et là, pour le Spring Training 2025, ça va être mis en place dans 13 stades accueillant les 19 équipes. Et le système, il pourrait être opérationnel dès 2026. Ron Manfred, commissaire donc le plus haut placé dans la MLB, a dit que ce système de challenge permettra aux joueurs et aux dirigeants de se familiariser avec ce système-là pendant le Spring Training. Voilà. Deux aspects. Il faut savoir que les clubs, il faut savoir qu'en pensent les clubs, ce qu'en pensent les joueurs, et en fait, il va y avoir tout un melting pot, donc un brainstorming après le spring training de savoir ce qui est bien, pas bien, et il va en ressortir. Voilà, est-ce qu'on le met en place en 2026 ou est-ce qu'il faut faire des ajustements? Voilà. Alors, Julien, pour toi, comment ça marche ce système de robot? Déjà, ça va être testé dans 13 stades, hein. Oui, C'est 19 équipes qui vont en c'est bénéficier. ça. Alors, c'est le système ABS, rien à voir avec celui que vous avez sur la voiture, le Automated Ball Strike System, C'est ça. donc qui est testé depuis 2019, hein, ça tu l'as dit, dans les ligues mineures, hein. Oui. Vraiment, en fait, il va modéliser une zone 3D parce que vous, quand vous regardez à l'écran, bien souvent, vous allez voir le petit carré, en bas du frappeur qui va Qui est vous pas donner à peu près. forcément, ouais, ce qui est pas forcément, c'est vrai que de plus en plus, je préfère ne pas l'avoir en fait quand je regarde un match. Je sais pas si toi ça te.
Ouais, non, moi j'aime bien. Non, ça Moi t'aime j'aime bien? bien. Ouais, Bon, ouais, OK. j'aime bien. Mais en fait, il faut savoir un truc. Imaginez en fait un volume qui, c'est le marbre en fait. Le volume, c'est la base du volume, c'est le marbre. Et après, chaque face en fait est représentée derrière en fonction du joueur, donc de la zone de strike qui est définie au niveau du genou et après. Au niveau de la poitrine à peu près pour résumer, hein. Oui. Donc voilà et on a ce volume et la balle doit passer dans ce volume. Heu, c'est là où c'est trompeur parfois, le petit comme tu dis, le petit carré des fois trompeur parce que sur des balles avec un fort effet, on a l'impression qu'elle y est pas, mais en fait, elle va passer soit derrière, elle va Mmh. rentrer dans cette zone à un moment, donc voilà, ou des fois on a l'impression qu'elle passe pas du tout et en fait, bah si, elle est dans cette zone. Bon bref, en tout cas, on va mettre en place, cette zone, qui va être plus précise, on la veut plus précise et plus équitable en tout cas, pour limiter les erreurs. Hem, après comme tu l'as dit, ça va être derrière, ça va être tout le feedback qu'il va avoir parce que derrière, la MLB elle va collecter, bah, les retours des joueurs, hein et des équipes pour ce test, Ouais. pour voir si ça peut être intégré en saison régulière. Mais surtout, 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 c'est le point qui va être déterminant, c'est qu'il va falloir l'accord des arbitres. Et la MLB, elle doit négocier avec, Le syndicat, le syndicat, toujours. des arbitres, en fait Le syndicat des arbitres, ouais, c'est ça, tout à fait. et qui arrive à expiration normalement en décembre, Il faut savoir qu'il y a 4 ou 72 arbitres 25 pardon? pro. Oui, je crois, ouais, alors la convention collective expire le 1er décembre, donc de cette année. Ouais, 1er décembre 2025. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il va falloir tout renégocier là pour en effet, le but après, comme vous le savez souvent avec Rob Manfred, c'est que on a des annonces, sûres et certaines avant même que savoir si c'est faisable ou pas. Donc lui, il dit qu'en 2026 ce sera présent, mais il y a quand même un gros questionnement, avant, c'est de régler cet accord avec les arbitres et ça, c'est pas gagné. Sachant qu'ils en ont viré un récemment. Ouais, enfin, en même temps, Bon, en même temps, il a parié. Bon, voilà. en même temps, ouais, voilà et à ce qui paraît, il est très pote avec L'ancien interprète de l'ancien Choï, interprète de Chouette. ils sont pariés ensemble. Ouais, je crois que ouais, il était oh les bref, bon, ouais, passons. Après, c'est la politique de la MLB, voilà, je peux pas on va pas juger quoi, mais c'est un peu bon, bref. Donc le retour de Angel, Hernandez, l'année prochaine. Heu Ce serait drôle. J'ai vu un de ses highlights là, c'était magnifique de toutes les erreurs qu'il a pu faire. C'est folklorique. Là, je pense qu'en effet, il y a besoin du robot umpire, hein. Pour ces Si, drôles. alors attends, pour le robot Empire, j'ai vu un petit chiffre, plus 60% des matchs sont sous zone de frappe automatisée et l'équipe qui va utiliser le plus l'ABS cette année, c'est les Diamondbacks, 29 fois. Donc, et les Cubs auront l'occasion de l'utiliser que 7 fois. Voilà. Mais la moyenne, en fait, en Cactus League, ça sera 21 matchs et en Grapefruit League, 19 matchs en zone automatisée. Donc, voilà. Les robots arbitres, en fait, ils standardisent la zone de frappe. Comme tu l'as dit, c'est un volume. Là, en fait, ils le présentent en air. En fait, on est sur 287 cm² environ. Alors qu'apparemment, sur l'œil humain, avec un compte donc, de 3 zéros, la mesure est de 322 cm². Alors que si on est sur un compte à 0,2, on est à 265 cm². Ouais, Donc ce en qui est fait, étonnant, c'est qu'on devrait parler de volume et on parle de centimètres carrés. Enfin, on c'est devrait ça. parler de centimètres cubes. Ah ouais, je sais, ouais. Et voilà. C'était l'instant Bon, mathématique. c'était l'instant maths, voilà. Si vous voyez en fait l'article, on vous présente une petite zone ABS comparée à l'œil humain des arbitres. Lui, l'arbitre robot va être très binaire, c'est-à-dire voilà, c'est une aire, un volume, donc c'est rectangle, alors que l'humain, ça va être ovale, quoi. Voilà. Donc Mmh. forcément, les spotters au niveau des lanceurs vont avoir peut-être un malin plaisir à lancer en coin. Tu ne Ouais, penses pas, Julien?
Si, mais ça, ce serait intéressant. Ça voudrait, Ouais, ça peut, ça peut être pas mal, hein. ça peut être intéressant. Ça veut dire que ça pourrait aussi faire un peu certains lanceurs, les faire retravailler sous contrôle et non que dans la puissance, ce qui pourrait aussi limiter ces fameuses blessures au coude. Parce qu'on le sait, hein, j'ai fait un article dessus, mais la MLB a fait une longue enquête cette année Oui. pour nous dire qu'en fait, les blessures, c'était parce qu'ils lançaient comme des cochons. Et voilà. Mais non, mais moi, alors quelque part, je peux être pour aller justement chercher dans cette zone et avoir ce malin plaisir. Après, c'est c'est discutable parce que retirer de l'humain dans le sport, j'ai pas toujours été très favorable. Ça fait partie de l'erreur, fait partie du sport, surtout dans ce sport-là, parce qu'on considère un bon joueur, quand il rate, quand il réussit seulement 25 à 30 de ses coups à la batte et on n'accepte pas qu'un arbitre, parce qu'en MLB, le taux de réussite des arbitres tourne autour des 95-98. On n'accepte pas le 5 d'échec alors qu'on accepte, chez les joueurs le plus de 70 d'échecs. Voilà, je trouve ça un peu bizarre, ça retire de l'humain, ça retire un peu toute cette, j'ai envie de dire, ce pourquoi on aime aussi le baseball et pourquoi le baseball est aimé, c'est tout ce côté un peu, romanesque en fait, j'ai envie de dire presque, tu vois? Oui. Qui fait que, c'est ça qui est intéressant, mais dans n'importe quel sport, tu vois? Après oui, on va toujours se plaindre quand on est supporter, comme on peut l'avoir au football, au soccer et cetera, «Ah ouais, mais la balle, elle avait franchi, la ligne, l'arbitre, non, il avait les 2 pieds dans le terrain, il y a hors-jeu, il a pas vu le hors-jeu» et cetera. On voit bien que la VAR, c'est tout une polémique. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de céder, si tu veux, de l'ABS, mais il faudrait un peu un système un peu comme au foot US avec le challenge. Ils l'ont. C'est-à-dire Il va y que avoir 2 challenges par équipe c'est-à-dire que cette année. Voilà. ouais, tu vois? Mais ça, c'est bien et de le laisser plutôt comme ça que de Mmh. se dire qu'on va mettre un robot umpire parce que, au bout d'un moment en plus, on connaît le baseball, on sait que c'est un sport de tricheurs. Donc, quand ils ont triché sur la pitch clock et ils ont, trouvé la fréquence des les Astros ont trouvé la fréquence des autres équipes, ils vont bien faire en sorte de griller l'ABS pour que quand les Astros passent, finalement toutes les balles sont balles, hein. Oh, on n'a jamais vu ça. Non, mais voilà, mais blague à part, mais tu vois, ça retire ce petit truc pour lequel on aime le sport et lequel on va se lever de notre canapé, on va gueuler comme des cochons, on va réveiller toute notre famille, on va s'insulter entre potes et entre fans parce que: «Non, elle y était, moi je te dis que non, c'est l'arbitre». Enfin bon, l'arbitre va encore prendre tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables, Ouais. Orioles, Blue Jays, par exemple, heu Tout à fait. mais tu vois? Mais c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on aime le sport parce qu'au final, ça va pas changer notre vie. Enfin, tu vois? S'énerver au sport, c'est ça qui fait tout le charme du sport, je pense. C'est pas Apparemment, si on lance des paris, bien sûr, c'est sûr que là, ça devient encore plus, on va dire, fiévreux ouais, au c'est niveau de frustrant, mais après, voilà, voilà, je ouais. peux comprendre. C'est pour ça que je parie pas parce que de toute façon, un, je suis nul, et puis, 2, c'est parce que, c'est ça. Mais tu vois? Moi, je regarde le sport, je le regarde pas pour parier, je regarde parce que Ah pour non, vibrer, pour des bien sûr. émotions, pour voir du spectacle, du beau jeu. C'est le vivre autrement, hein, c'est sûr. Après, Tu vois? Voilà, c'est un autre débat, ça, c'est sûr. et après, c'est sûr que quand tu paries, oui, il vaut mieux avoir un robot umpire, mais ça n'enlèvera pas qu'après, il y aura d'autres choses. Ça me rappelle le film, Le Fan avec, Wesley Oui, Snipes et oui, tu très vois? bon Où c'est film, ouais. Mmh, où quand le joueur ce sera plus l'arbitre, on s'en prendra au joueur mmh, et ça deviendra compliqué, tu vois? ouais. Alors que bon, c'est pas non plus une raison pour aller s'en prendre sur l'arbitre, attention, c'est pas ce que j'ai dit, mais tu vois? Ça ça retire du charme. Bah, on parle du système de challenge donc par les managers qui en fait, alors on a un suivi pendant les matchs, ajouté en moyenne 17 secondes au temps de jeu et la MLB a la volonté donc depuis, quelques années, vous le voyez avec la pitch clock, que le jeu ne soit pas trop interrompu trop souvent. Donc 2 challenges sont mis à disposition par équipe. Donc on va voir pendant ce spring training comment ça va se dérouler et moi je serais curieux de voir, vraiment un match quand même, en direct pour voir, si ça change ou pas. Voilà. Ouais. Il faut savoir qu'en fait, les joueurs comment dire? Ils ont subi des mesures, vous savez les mesures, voilà, pour, mesurer ce fameux volume que Julien a dit juste avant. Des mesures biométriques. Biométriques, c'est ça, réalisées par 2 instituts
différents pour être vraiment impartial. Et voilà, qui vont être intégrés directement au robot par rapport à tel joueur qui passe sur le marbre, c'est-à-dire modifier le volume. Voilà. C'est sûr que Rosé Altuve n'a pas le même volume que Aaron Judge, par exemple. Voilà. Ce serait marrant. Putain. Moi, T'imagines en fait, il faudrait faire le volume de José Altuve sur Aaron Judge. Et le contraire? Pendant les playoffs. Non, ouais. non, pas pendant les playoffs. Je suis bête. Il faudrait une plus grande, en fait, pour Aaron Judge pendant les playoffs. Non, blague à part, mais ouais, c'est ce qui est normal et ça veut dire qu'il va avoir aussi une base de données. Il ne faut pas que le système bug non plus parce que exactement. il faut reconnaître et envoyer les bonnes données au bon moment, quoi. Au bon moment, ouais, tout à fait. Donc on est curieux quand même de voir comment ça va se passer. Autre pas petite anecdote, mais je vous conseille de suivre sur Twitter @Umpire Scorecards. Et en fait, ils mettent à chaque match de MLB les statistiques des arbitres. Voilà. Les appels manqués des balles ou les appels manqués des strikes et on va dire la précision. Donc ça, c'est vraiment très sympa à suivre. Enfin, pour ceux qui aiment les stats, pour ceux qui aiment, on va dire, s'intéresser au baseball en profondeur, c'est @UMP Scorecards, tout attaché, vous verrez. C'est vraiment une bonne chaîne pour Twitter pour suivre ça. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire moi, pour les robots arbitres. Julien, si tu veux ajouter quelque chose. Non, moi ça va, je trouve qu'on a bien, je dis tout ce que j'avais à dire, voilà. Moi après j'avais des petites anecdotes sur le spring training, dont une que je vais développer un peu plus. Eh bien, nous t'écoutons. Non, mais juste pour dire que la naissance du spring training, en fait, ça a été une équipe qu'on connaît bien, qui a déménagé, mais pas qu'une fois. C'est les Philadelphia Athletics en 1880, qui ont, sous l'impulsion de leur manager Connie Mack, qui ont eu l'idée de déplacer l'équipe en Floride pour s'entraîner dans un climat plus chaud. Il faut dire que Philadelphie, en février, c'est pas joyeux. Hein. L'idée, c'était d'éviter le froid et aussi de préparer l'équipe à la saison régulière. Donc, c'est les Philadelphia Athletics qui sont devenus les Oakland Athletics, qui sont maintenant que les Athletics. Sacramento, pour être précis. Non, ils veulent qu'on les appelle que Athletics. Ok, mais ils auront un patch quand même Sacramento sur leur maillot, sur leur jersey. Il faut bien que quand Et même. ils vont jouer à Sacramento. Ils vont jouer à Sacramento. Et il y a d'autres anecdotes, c'est que comme c'est Babe Ruth en fait qui prenait le spring training pour. Alors lui, la préparation physique, elle était spéciale. Bacon et café. En fait, c'est quoi? C'est en 1925, en fait, sur un seul repas, il s'est tapé 12 steaks pendant le camp d'entraînement. Donc voilà, il a dit à tout le monde que c'était sa manière à lui de se préparer. Et après, il s'est amusé à aller taper des balles, à tout faire pour aller envoyer les balles le plus loin possible. Voilà. Donc voilà, c'était la préparation physique de l'époque. C'était sympa. Assez champêtre. Hein, Ouais. Le premier match de Cactus League, c'est en 1947 entre les White Sox et les Indians. Après, il y a quelques incidents qui sont un peu marrants ou pas trop. Il y a eu un jet de hachette en 1979 sur les White Sox, sur les Chicago Cubs, pardon, sur les Chicago Cubs. Et par qui on ne sait pas, par un fan en fait. Il y a Ricky Monday qui a failli être blessé. Il a été touché par la hachette, mais du côté du manche. Bon, ça n'a pas fait de blessé, mais bon, ça a été un peu un truc insolite, un peu bizarre, voilà. Et il y a eu la fameuse mascotte en 2000 sur un match complètement éclaté. Les Diamondbacks ont sorti une mascotte appelée Macho Man, tu vois, inspirée du catcheur Randy Savage pour les fans de la WWE des années 90-2000, comme moi, bien entendu. En fait, la mascotte, elle était partout. Elle faisait un spectacle de ouf et tu voyais les joueurs, ils étaient éclatés, ils en pouvaient plus. Ils couraient pas. C'était la mascotte, au bout d'un moment, je crois elle court sur le côté, elle court plus vite avec tout l'attirail sur elle. Elle court plus vite que le joueur de la 3e au marbre. C'était n'importe quoi. Enfin, franchement.
Et pendant tout le match, hein, c'était assez marrant. Voilà. Et puis après, il y a une autre qui me tient à cœur. Je voulais en parler, non seulement pour le geste, mais aussi parce qu'elle m'a fait rire et j'ai trouvé ça cool. Après, on va parler de l'acteur Will Ferrell, pardon. Il y a 10 ans, au Spring Training 2015, en fait, il a marqué l'histoire du baseball bien avant Jensen qui a joué le même match pour 2 équipes différentes. Et ben lui, il l'a réalisé pendant les Spring Training et ça, il l'a fait 5 fois. C'était une journée du 12 mars 2015 et donc en fait, c'était à l'initiative, c'était une opération organisée par la MLB, par ESPN, je crois, et HBO, qui était pour la recherche, la lutte contre le cancer. Donc, c'était Cancer for College and Stand Up to Cancer. D'ailleurs, une association que vous retrouvez toujours au match MLB, Affiché, oui, Stand tout à Up fait. to Cancer. Et donc, il y a eu un voyage à travers la Cactus League de Will Ferrell en 2015, un début d'aventure qui a commencé dès le début de la journée lors de la traditionnelle émission Mike and Mike sur ESPN. Et où il est interrogé, puis il dit bah, j'espère bien atterrir dans une équipe de MLB cette année. Et il dit que sa carrière d'acteur, elle terminera aujourd'hui et qu'il va signer avec les Cubs. Donc on le retrouve chez les Cubs. Avant ça, pardon, on va le retrouver chez les A's, où il va jouer arrêt court pendant une partie du match et la deuxième partie, il va jouer chez les Mariners en deuxième base. Bon, il va pas faire beaucoup de jeux dans l'infield, mais il va être présent. Il a été drafté, bien sûr, par les Oakland A's en tant que undrafted amateur free agent. Hein. Et pendant le même match, il a été tradé aux Mariners contre un acteur comique dont le nom doit être donné plus tard. On attend toujours, d'ailleurs. À la fin de ce match, il a été libéré et il est parti chez les Angels pour une transaction inconnue. Donc, on ne sait pas. Ouais, en même temps, c'est les Angels. Hein. Donc, il va se retrouver remplaçant de Mike Trout, qui n'était pas blessé d'ailleurs à cette époque-là. Et donc, il va rentrer dans le center field à la place de Mike Trout. Il va réussir à frapper un coup sûr. À attraper un coup sûr, en fait. Donc un hit, il va l'attraper et il va faire un très bon relais. Mais tout ça, et c'est là où c'est drôle, et ça aurait pu être les Marlins qui le vendent, mais les Cubs décident de se saisir du joueur contre une machine à laver. Donc il a été tradé aux Cubs contre une machine à laver. Et tu vois, tu parlais de ta machine à laver avec les Marlins l'autre jour, on regarde où elle a atterri. Ouais, voilà, c'était une idée déjà il y a 10 ans. Suite à la fin du match, bah, il est tradé aux Diamondbacks contre des hot dogs. Et c'est hot dog d'ailleurs qui va distribuer il va acheter en fait 200 hot dogs pendant ce match et il va les distribuer à une section entière du stade. Il va jouer left field pour les D-backs et troisième base pour les Cincinnati Reds. Ensuite, il est relâché par les Reds et il signe en tant que free agent chez les Chicago White Sox. Et il est DH pour les White Sox. Il va arriver sur le stade en hélicoptère. À la sortie de l'hélicoptère, on le voit, il descend de l'hélicoptère, il chope une batte et il va se faire éliminer sur 2 lancers, donc 2 strikes. Et tout de suite après, il est échangé dans la foulée contre une compensation pas connue encore. On ne sait toujours pas contre quoi il a été et il passe receveur à ce moment-là.
Et puis après, il est passe chez les. Donc là, il est chez les Giants. Il est tradé ensuite chez les Dodgers, son équipe de cœur. Contre encore une fois, on ne sait pas quoi. Il va jouer lanceur pour les Dodgers avec une ERA de 0.0. Rendez-vous compte, sur un lancé. Magnifique. Et ensuite, il est échangé aux Padres dans le même match. Et il a retiré un joueur sur un lancé. Il a retiré un joueur, pardon, j'ai oublié de le préciser, avec les Dodgers. Et ensuite, il part en champ extérieur pour les Padres. Voilà, c'était toute cette histoire. Will Ferrell, si vous le connaissez pas, il a fait un film qui s'appelle Semi-Pro, si vous aimez le sport, sur les Tropics, une équipe amateur de basket qui est assez drôle, notamment. Enfin, moi, c'est là où je le connais le plus. Il y a d'autres films après, voilà. Son humour plaît ou pas. Il est aussi connu pour sa ressemblance avec le batteur des Red Hot Chili Peppers. Tout à fait. Chad Smith. Donc voilà, ces statistiques sont officielles et sont sur la MLB. Si vous tapez sur le site MLB Will Ferrell, vous allez trouver ces stats. Si vous allez sur Baseball Référence, vous trouverez ces stats avec une moyenne au bâton de 0/2 pour 2 strikeouts. On dirait Ravi Baez. C'est balle perdue. Au pitching, il a une ERA de 0.0, je le rappelle. Donc voilà. En tout cas, tout ça, ça a permis de récolter plus d'1 million de dollars en fait pour les organisations, enfin pour les assos qui luttent contre le cancer. Donc ça, c'était la bonne chose. Et encore aujourd'hui, 10 ans après, il y a tout un business là-dessus parce qu'il y a eu des cartes Topps qui ont été faites, des 1/1 autographiés avec ses maillots découpés. Et ça fait partie des cartes les plus chères qu'on puisse trouver, et qui continuent en fait à alimenter en fait la cause contre le cancer. Et voilà, c'était moi j'ai trouvé cette Une belle anecdote. Ouais, cette anecdote sympa. Et puis c'est un moment drôle parce que c'est un documentaire aussi qui est disponible sur HBO. Je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Je l'avais vu sur Netflix à l'époque, moi. C'est Will Ferrell. Je ne sais même plus comment il Je ne s'appelle. sais plus Bref. s'il y est sur Netflix, effectivement, à Ouais, mais je rechercher pense sur que les plateformes. ça doit Ouais. se retrouver. Et Tout à fait. non, c'était un moment sympa. Et il y a que pendant ces spring training où on peut voir ce genre de choses, même si la MLB, il y a aussi pas mal de fun derrière de temps en temps. Enfin, moi, je trouve ça fun. Des fois, ça peut être chiant, mais voilà, il y a toujours ces petits moments fun. Et le spring training, c'est exactement les moments faits pour ça. Et j'ai trouvé voilà, ça fait 10 ans, c'était pour marquer le coup. Je voulais vous raconter cette petite histoire. Donc voilà, moi, pour les spring trainings, je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter. Mais voilà. Le baseball, c'est fun. Donc, Ouais, on vous a mis l'eau à la bouche avec les minor leagues à regarder, avec le farming system, avec le spring training. Donc, tout ça fait que vous a présenté un enchaînement on va dire, qui va nous amener tout au long au début de l'opening day et sur notre saison régulière de baseball qui compte 162 matchs. Voilà, on a fait vraiment le tour de ce qu'on pouvait dire sur le baseball. Et ouais. on peut en dire des choses et on peut en faire des podcasts, ça c'est sûr. Disons Voilà. que là, c'est bien parce que ça reprend. On est dans le bon timing. Et puis surtout, si le baseball vous a manqué, comme à nous, c'est aujourd'hui que ça reprend. Alors moi, je vais d'abord faire le Super Bowl, je pense. Et puis après, je ferai du baseball. Mais voilà, ouais, c'est le moment, ça reprend et voilà, ça fait du bien. Et si le baseball vous manque vraiment, vraiment, vraiment pendant l'hiver et pendant la saison creuse et quand il n'y a rien, je crois que Jérémy a un truc à nous présenter pour Bien jouer au sûr, pour baseball. passer les longues soirées d'hiver. Bon, après, malheureusement, le jeu sort en mars, mais bon, le printemps est là. On va parler de MLB The Show 25, 20 ans, 20e édition du jeu. Et pour cette occasion, comme vous l'avez lu ou pas sur les articles qu'on vous propose sur The Playoff FR, et on vous le relaie sur X, sur Instagram, enfin bref, sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir. La couverture a été quand même assez exceptionnelle parce qu'on ne retrouve pas un, deux, mais trois joueurs du futur qui vont être, je pense, des futures légendes. Voilà. Paul Skenes, Ellie de la Cruz et Gunnar Anderson.
Voilà, MLB The Show, ça sort le 18 mars, en pré-vente là maintenant, et un accès, on va dire un pré-accès à partir du 14 mars. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans MLB The Show 25 qui va changer du 24, du 23, etc. Et ceux d'avant, c'est qu'en fait, là, cette année, Ouais, vas-y, tease-nous, tease-nous, ben, tease-nous, j'ai envie de cette savoir, moi. année, c'est que voilà, il faut avoir une console nouvelle génération. Voilà. C'est PlayStation 5, c'est Xbox Series X, hein, c'est ça la plus puissante, Julien, il me semble. C'est ça, Ouais. c'est les séries Et X, Nintendo qui sort un donc peu du lot parce qu'on peut avoir que sur Switch, voilà pour l'instant. Donc la grosse nouveauté en fait ouais, c'est voilà, c'est les consoles les nouvelle enfants vont plus jouer. génération pour cette année. Voilà. Alors pourquoi? Parce que je pense que la mécanique du jeu va changer, les graphismes vont changer, le moteur graphique, voilà, lui, ils vont utiliser autre chose. Alors, vous l'avez vu sur le gameplay, forcément, oui. Là, on se dit bon, et bah, peut-être c'est pas du changement qu'on souhaitait avoir parce que les graphismes n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais calmez-vous, je pense qu'on va avoir du très très bon contenu. Ça commence dès demain. Le 11, on va avoir le premier, alors comment ils appellent ça, le deep dive, et puis après le lendemain, on va avoir le gameplay en feature première. Je pense qu'ils ont copié un petit peu le collège football, c'est-à-dire au niveau de la présentation et même au niveau de la présentation de la couverture. On a eu trois joueurs en collège football, là on a 3 joueurs sur la couverture aussi. Et pareil, au niveau de la présentation, on a beaucoup plus détaillé cette année que l'an dernier. Donc assez agréablement surpris. Là, franchement, on est à 37 jours voilà, de la sortie du jeu et on a déjà demain un premier aperçu du gameplay en profondeur. Voilà. Ensuite, on va avoir la semaine suivante donc le fameux mode Road to the Show qui, là encore cette année, grosse nouveauté, on va pouvoir jouer en college baseball, la NCAA. Voilà, on va pouvoir commencer par là. Donc, on a quelques universités intéressantes. On va pouvoir voir ça plus en détail à partir du 18 février. Ensuite, meilleur mode de jeu que Julien adore, c'est le mode franchise. C'est-à-dire qu'on voilà, ne joue pas au baseball, on fait juste de la gestion. Voilà, c'est juste ça. Julien, le 25 février, c'est la présentation de la fameuse mode franchise. On va pouvoir voir en détail ce que ça change et je crois qu'on va avoir un changement. On va avoir le mode sur le mode franchise, on va pouvoir, on va dire, échanger plus facilement. En fait, on va être encore plus en immersion, on va dire, dans ce mode-là. Donc c'est pas à Ouais, la je crois hauteur que de Out les of the Baseball là, le OOTP, Out voilà, of the c'est ça, Park. Out of the Park, qui est lui la référence managériale dans le baseball. Il faut pas croire. Ouais, mais là, il Mais là, faut il faut s'accrocher s'accrocher. parce que si vous aimez pas les stats et les tableaux, Laissez laissez tomber, c'est tomber, ça. hein. Non, non, Avec le mode, faites, ouais, voilà. MLB The Show, c'est un bon C'est truc pour ça. commencer et Et pour surtout faire le mode du franchise est de la vraiment très gestion. sympa en mode franchise. On va retrouver Storyline. Storyline, voilà, qui retrace les Ouais, Negro League au fur et à mesure des années. ce sera Tout encore les à Negro fait. Il y Leagues a plusieurs saisons de Negro League. et c'est fini Derek Ah bah Jeter? oui, quand même. L'année dernière, c'était Derek Jeter. Mais peut-être qu'on va retrouver notre ami Manny Ramirez, hein, ton Ah, joueur préféré. c'est mais c'est mon GOAT, je suis fan absolu de Manny Manny Ramirez Ramirez et moi, si c'est qui Manny traîne Ramirez, ses crampons sur les réseaux depuis plusieurs jours sur MLB The Show. Donc peut-être qu'on va avoir une storyline. On a eu les Yankees l'année dernière, donc pourquoi pas les Red Sox là cette année? Franchement, moi j'attends que ça. ouais, ce serait peut-être à mon avis, je pense que ça tournera peut-être pas forcément autour de Manny Ramirez, ça m'étonnerait Non, non, parce non, que il y aura bon, d'autres légendes, d'autres joueurs. Je pense que ça fera partie des mais légendes mais je pense que ça qu'on peut pourra jouer. être partie de cette fameuse, épopée de 2014 qui a été remis au Tout à goût du fait. jour, Ouais. par Netflix. Ça risque de tourner là-dessus. Mais si je peux jouer avec Manny Ramirez, je Eh vais bien, on pas aura la prier. réponse le 26 et le 27 février prochain. Ensuite, un des modes que j'adore, moi, c'est le Diamond Dynasty. Donc, c'est-à-dire qu'on crée son équipe de rêve hein, avec toujours pareil, ceux qui sont fans des cartes de baseball, c'est le mode de jeu où vous pouvez collectionner autant de cartes virtuellement et elles sont, on va dire, comment dire, le même graphisme que les Série One que vous allez retrouver bientôt chez Topps.
voilà, ou autre carte. Donc là, pareil, Diamond Dynasty, ben, il va y avoir des changements. On va avoir un Diamond Quest, un nouveau jeu de plateau. Donc tout ça, ça va être vu le 4 mars et le 6 mars. Voilà. Je sais qu'il va y avoir aussi du nouveau en mode multijoueur online et même en online avec un mode, c'est-à-dire jour hebdomadaire. On va peut-être avoir des compétitions hebdomadaires qui vont être mises en place, un peu à l'instar pareil de FC25 ou d'autres jeux de sport. Donc plein de nouveautés, vraiment restez connectés sur The Playoff FR pour suivre voilà, le MLB The Show 25. Moi, je vous concocte des petits articles à chaque sortie, on va dire, bah comment dire, de première pour mise en place par San Diego Studio. On va avoir le fameux, comment on appelle ça? Excusez-moi, je cherche mes mots. Le test complet qui va être soit le 14 ou soit le 18 mars. Voilà, restez connectés. Je vous prépare tout ça. On va faire pas mal de tutos, pas mal de vidéos. On va essayer de voir si on peut jouer avec Julien ensemble, si lui, il y arrive, bien sûr. Hein. Et pas qu'en mode franchise. Voilà. Ouais. Ah non, mais parce qu'en mode franchise, un truc bien, c'est que vous pouvez calibrer en fait, je sais pas si on pourra le faire encore, mais on peut calibrer son entrée C'est en jeu ça. quand, dans les C'est moments ça. difficiles, moi je mets toujours sur les moments T'avais mis à clutch, donc partir à de la partir de la 8e? huitième Ah non, manche. même pas. Ouais. Ah si, je mets à partir de la 8e des fois, voilà et puis on entre en jeu et c'est à nous de tenir le Voilà. game. Soit on entre au pitching, soit on entre, à la frappe et sur les matchs Voilà. serrés. C'est ça qui est plutôt intéressant aussi dans ce mode-là par rapport à un OTP où, c'est un peu les football managers des Mm. premières années, où en fait on voit pas grand-chose. Il se passe rien. Non, ça c'est sympa, Voilà, c'est mais assez vivant comme mode de jeu quand même. Mais vous inquiétez pas, on sera là pour vous expliquer tout ça, soit en podcast, soit en article. Voilà pour MLB The Show. Donc restez connectés. Là, dans la semaine, je vais vous sortir quelque chose voilà, sur le gameplay qui va être mis en place là dès demain par San Diego Studio. Voilà pour notre podcast du jour, Julien. Euh, une petite heure quand même, hein, à parler de spring training et de jeux ouais, vidéo. Assez sympa. punaise, on a fait court. N'hésitez pas voilà, à laisser vos commentaires sur le Discord communautaire de The Playoff FR ou alors directement en commentaire sur les plateformes d'écoute du podcast. Voilà. Je te remercie. Ouais, ou sur Twitter, Insta, n'hésitez pas, surtout sur Twitter parce que je pense que ça va marcher un peu mieux, sur les publications, pour les commentaires et tout, mais n'hésitez pas dès que l'épisode apparaît pour nous faire proposer aussi peut-être Oui. des sujets à traiter et si vous avez des remarques et des axes d'amélioration pour nous, parce que c'est bien aussi qu'on vous propose un podcast qui Et, vous plaise. et Donc, des questions surtout. pas N'hésitez hésiter. pas à nous poser des questions. On vous Ouais, répondra au exactement. prochain podcast que nous ferons ensemble avec Nicolas, avec Julien, avec moi-même. Voilà. Ou Ou tout tout seul, seul. c'est quand il y aura personne. On en a préparé au cas où, ça arrive. Voilà. Donc, Mmh. Julien, je te remercie en tout cas. Passe Merci un bon Jérémy. Super Bowl. Mouais, on va essayer de pas s'endormir, avant, ni à la mi-temps comme tous les ans et Ça va, c'est Kendrick Lamar à l'habitant, donc je pense que tu pourras être réveillé. mouais, ouais, mais là après ça dépend ce qu'il met, hein. Tu sais, on m'avait promis un truc de ouf avec The Weeknd, Oh, bah, en même temps, The Weeknd, quoi. Ouais. j'étais parti en week-end, hein. Oh, la blague à 2 francs. Non mais c'était marrant parce qu'il y avait après, en ce moment ça tourne sur les meilleurs, shows de la mi-temps là, Oui. hein, pour préparer le Super Bowl. Moi, l'un de mes préférés, c'était celui avec Aerosmith. Je m'en rappelle, c'était, sur une victoire des Tu Patriots peux nous ou dire c'est en quelle année, c'était une s'il des te plaît? premières. Parce que moi, j'étais peut-être pas né. Dans les années Ça 2000. va. Mais tu né arrête parce que tu pas plus vieux, beaucoup plus jeune que moi. Heu, non, ouais, bon après on vous invite à aller suivre aussi, si vous aimez la NFL, à aller suivre nos amis de Et oui, Tailgate, qui vont en dès minuit, parler et qui prise vont d'antenne à minuit. Venez suivre ouais, avec eux le, voilà. le Super Bowl, en tout cas. Alors, au moment où vous entendrez le podcast, Ça je sera pense qu'il déjà sera fini, fini le effectivement. Voilà. mais en tout cas, l'analyse du Super Bowl, n'hésitez pas à aller l'écouter chez nos amis de Tailgate et voilà. Yes. Et pour une fois, allez, Philadelphie. Voilà. Allez.
Sur ce, je vous laisse. Ah, moi, je veux Saquon Barkley qui crucifie Patrick Mahomes, c'est tout. Voilà. Ça... Ouais, mais Patrick Mahomes va faire encore du Patrick Mahomes. Moi, je suis pour les arbitres. Ah, bah voilà. Donc, t'es pour les Chiefs. Ouais, non, je suis pas pour les Chiefs. Que le meilleur gagne. Mais Patrick Mahomes, c'est quand même impressionnant. Bon, allez, arrête, on va prendre de l'audience de Tailgate parce qu'on va trop allez, bien on vous souhaite une bonne écoute et une bonne soirée. À bientôt. Allez, ciao, ciao.